Bonjour les amis, nous vivons une époque formidable. Vous l'avez sans doute remarqué depuis que les grands de ce monde, les États-Unis, Russie en tête, détournent, déforment les règles internationales afin de bombarder, d'attaquer sans vergogne leurs ennemis supposés ou désignés. Du coup, cela a ouvert la boîte de Pandore et tout le monde, petit pays, grand pays, va se mettre sur la gueule. Excusez-moi d'être un petit peu vulgaire, mais nous sommes dans une période sombre, le Kali Yuga de Gélius Evola et de Guénon. Nous sommes dans une période trouble, vous l'avez sans doute remarqué, et maintenant que la porte est ouverte aux conflits généraux, sans aucune règle internationale, que ça soit la Chine et l'Inde qui se tapent à coups de bâton et de pierre sur leurs frontières, le Pakistan et l'Inde bien plus sérieux, avec des accrochages ayant fait des morts, des dégâts, sans parler bien évidemment de l'Iran qui vient d'être bombardé par les États-Unis, mais le Yémen, la Syrie, l'Ukraine, bien sûr, le Soudan, le Sahel, la RDC, ce qui se passe en Centrafrique est très très grave, personne n'en parle. La Birmanie c'est une guerre sans nom depuis des décennies. La Somalie, le Nigeria, l'Afghanistan, vous croyez que c'est calme en Afghanistan? Pas du tout. La Libye depuis que nous avons été maître la zizanie, c'est le chaos. L'Éthiopie, et également des guerres de mafieux en Colombie, au Mexique, en Haïti. Euh, mais ce n'est pas tout, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a eu un mort il y a quelques jours. Allez, le 28 mai, un peu plus de quelques jours, quelques semaines, il y a eu un mort entre la Thaïlande et le Cambodge. C'est l'affiche que vous voyez derrière moi, la bataille des frontières. C'est une histoire qui dure depuis très longtemps. Donc voilà, le soldat cambodgien mort, c'était l'adjudant Suvan Rao, donc qu'il puisse reposer en paix. La photo que vous voyez derrière moi, c'est Prévire, c'est-à-dire c'est à la frontière thaïlandaise, c'est une falaise, et le canon que vous voyez date de l'ère des Khmers rouges, hein, ce n'est pas actuel. Mais voilà, c'est pour décrire ce qui se passe, le monde devient fou. Donc nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien écoutez, de ces conflits, et plus particulièrement du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, une guerre de frontières, la bataille des frontières, quelque chose d'assez étrange et qui dure depuis très longtemps, depuis Louis XIV, pour tout vous dire. Donc accrochez-vous, ça va être extrêmement intéressant de découvrir tout cela ensemble. Alors, nous allons rentrer maintenant, après ce petit préambule, dans lequel je vais quand même tirer ou conclure ce préambule avec quand même ici, vous voyez, ce joli avion à 2 milliards de dollars qui a été bombardé l'Iran avec 14 bombes qui coûtent 500 millions de pièces, pas 500 millions de pièces, pardon, 20 millions de pièces. En gros, ce bombardement, qu'il serve ou pas, en tout cas, on suppose qu'il a servi à clouer un peu le bec à Netanyahou, à Bibi. Trump et lui ne s'entendent pas, a coûté dans les 500 millions de dollars. Hein. Cet avion-là, à 2 milliards de dollars pièce, une heure de vol, c'est 200 000 dollars. Donc ça coûte très cher la guerre, mais en même temps, ça rapporte. Donc si vous voulez, il y a toujours comment dire, des choses en jeu. Ici, vous voyez ce qui a un peu déclenché, on va dire, ce conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, parce que c'est des frontières qui datent de la colonie française. C'est que les Thaïlandais accusent les Khmers d'avoir construit un fossé de protection et donc, ils leur ont tiré dessus, et ils ont tué cet adjudant à ma gauche. Voilà ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc, voilà, nous sommes dans une période trouble. Tout le monde
tout le monde va chercher des prétextes pour régler des vieux conflits, étant donné que nos maîtres, que nos modèles, États-Unis, Russie, Chine un peu moins, mais attention, ils lorgnent sur Taïwan et ils pourraient très bien un jour se décider de dire nous aussi, on y va, c'est la fête du slip, mes amis, donc on y va, tout le monde y va. Voilà un petit peu ce qui se passe dans cette période folle. Bon, toujours est-il que, voilà, je vais rentrer un peu maintenant dans mon introduction. Je vais vous expliquer un peu plus en détail, enfin je vais tenter de vous expliquer un petit peu plus dans le détail ce qui se passe, parce que tout cela est très très intéressant. Alors, si vous voulez, il faut quand même comprendre que la Thaïlande et le Cambodge, cette région très ancienne, a été toujours au cœur de la France. Là, vous voyez, c'est une délégation thaïlandaise qui était venue en France durant Louis XIV pour demander l'aide de la France. Donc, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. D'accord? Nous sommes présents dans cette région depuis très longtemps, même si après il y a eu quelques périodes un peu où les Français n'étaient pas présents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Thaïlande est un grand pays, proche historiquement du petit Cambodge. Il y aura une partie historique assez dense, donc je vais pas en parler là-dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le conflit des frontières date bien évidemment de l'époque angkorienne, de l'époque ensuite française, etc. Et les Thaïlandais ont une sorte de complexe d'infériorité, ce qui est très étrange, puisque le Cambodge où je vis, mon second pays, est un petit pays, ils n'ont pas grand-chose à craindre. Et vous voyez ici, vous avez... Alors, la Thaïlande, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la Thaïlande moderne, depuis l'époque, si vous voulez, de la guerre du Vietnam, les Américains ont quelque peu fait un deal avec les militaires et les mafieux thaïlandais pour que la Thaïlande devienne l'ère de repos des GIs avec tout ce qui en conduit, c'est-à-dire les barafis, la drogue, etc., etc. Mais ce n'est qu'une partie de la Thaïlande, bien évidemment. La Thaïlande est bien plus que ça. C'est je le redis, un grand pays puissant, qui n'a jamais réellement été colonisé. Mais ça, c'est entre guillemets, puisque l'Empire Khmer a colonisé la Thaïlande, en quelque sorte. Mais enfin, il n'y avait pas encore la Thaïlande moderne. Et ensuite, les Japonais ont quand même envahi la Thaïlande, hein, même s'ils étaient alliés quelque part. Enfin bon, c'est vrai que ça n'a jamais été une colonie à proprement parler. Alors, vous voyez derrière moi le premier ministre enfin l'ex-premier ministre de Thaïlande. Alors, je vais mal prononcer son nom par avance, excusez-moi. C'est Monsieur Shinawatra. Shinawatra, c'est un homme d'affaires Sino-Thaï, hein, comme il y a ici. Hein, vous savez, les Chinois qu'il y a en Thaïlande, au Cambodge ou au Laos, et même au Vietnam, viennent tous d'une même région. Hein, c'est des Chinois dits Tchétchou. Ils viennent du sud de la Chine. Mais c'est un homme d'affaires richissime et qui a eu des démêlés avec la junte militaire, hein, en Thaïlande comme en Birmanie, et comme ici, hein, c'est un peu des régimes stricts. Et il a eu des démêlés, il a dû se réfugier au Cambodge, où notre Premier ministre, ex-Premier ministre, Samdech Hun Sen, l'a accueilli, lui a donné un passeport pour qu'il puisse se réfugier, parce qu'il était quand même en danger de mort. Hein. Et ça, vous voyez, la Minerve, tout ça, le bras, c'est une mise en scène que le Cambodge a accepté pour qu'il puisse tout simplement échapper à peut-être une mort, en tout cas un emprisonnement certain et de longue durée. Ce monsieur a donc profité de l'hospitalité du Cambodge. Et aujourd'hui, c'est sa fille qui est au pouvoir, la première ministre thaïlandaise, c'est sa fille. Et là, elle a un peu, quelque part, trahi cette amitié, et c'est un peu sous-jacent au conflit actuel. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce que je ne les connais pas tous, c'est pas forcément intéressant, mais ça a créé des tensions, en plus des problèmes de frontières qui existent réellement. D'accord? Donc voilà ce qu'il fallait comprendre. La Thaïlande est un pays relativement stable, mais moins stable que le Cambodge. La Thaïlande, il y a eu des coups d'État, de nombreux coups d'État, mais c'est des petits coups d'État, c'est ce qu'on appelle des coups d'État de palais. En fait, ils se mettent sur la gueule entre eux. Les touristes, il n'y a rien à craindre, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. La Thaïlande est un pays accueillant, il n'y a pas de problème, comme le Cambodge. Mais voilà, il y a des petits soucis, et on règle certaines affaires.
Et voilà, donc en fait, le Cambodge a été, entre guillemets, un peu trahi par cette famille, et c'est un peu le début un peu du conflit, en tout cas de l'énervement qu'il y a aujourd'hui. Ensuite, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je vais vous lire la lettre, entre guillemets, du Premier ministre à l'ambassade de Thaïlande au Cambodge. Donc le 28 mai 2025 à 5h30 du matin, les forces armées thaïlandaises ont ouvert le feu sur cette fameuse tranchée, d'accord, donc dans la province de Prévert, à côté du temple de Prévert, je vous montrerai une carte après, et cette attaque, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, a tué ce major, etc. Donc voilà, les Cambodgiens n'ont pas attaqué, ils ont juste fait une tranchée, ce qui a énervé les Thaïlandais, et ils ont tiré, bon les Cambodgiens ont aussi riposté, mais enfin voilà, il y a eu un mort tout de même, c'est pas rien, voilà. Donc, c'est pas vraiment de la... On a le droit de faire une tranchée chez soi, on fait ce qu'on veut, on est souverain, hein. Bon, alors même si on se dispute les frontières, que c'est pas clair, bon, c'est un signe d'agressivité. Et ça, on suppose que c'est la junte militaire qui a essayé de, si vous voulez, de créer des troubles pour pouvoir démettre du pouvoir la fille de Taksim, afin de reprendre le pouvoir et de faire un coup de palais. Vous voyez, c'était le bon prétexte. Il faut toujours se méfier des choses comme ça. Et le problème, c'est qu'ensuite, elle a fait un demi-tour et est retournée chez les militaires pour pas se faire virer. Donc c'est là où elle a trahi peut-être le Cambodge quelque part. Bon. Alors toujours est-il que voilà un petit peu l'introduction. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans la partie historique parce qu'elle va être intéressante cette partie historique parce que vous allez comprendre en fait l'enjeu et l'histoire et le rôle qu'a eu la France, un rôle non négligeable, même avec la Thaïlande, parce on a fait la guerre 2 fois avec les Thaïlandais, c'est pas rien. Hein. Voilà, alors maintenant, avant de rentrer un peu dans les dates, etc., voilà une carte de la région, de l'Indochine, en rouge, là, au-dessus, là, vous voyez, ça, c'est l'extension maximum de l'Empire Khmer. L'Empire Khmer a été un empire dominant entre les 10e jusqu'au 12e, 13e siècle, 8e au 13e siècle. Et à son apogée, la Thaïlande n'existait pas à cette époque-là encore. À son apogée, voilà, donc toute cette région a été imprégnée par la culture khmer. Les mots, l'art, la danse, la boxe, la guerre, les systèmes politiques, etc., etc. C'est les Khmers qui l'ont diffusé, qui étaient eux-mêmes une civilisation qui avait été influencée par l'Inde et la Chine, hein, qui sont les deux grands voisins autour. Bien évidemment, cet empire a collapsé comme tous les empires, et c'est là où se trouve le problème, c'est que c'est les Thaïlandais et les Vietnamiens qui se sont ensuite un peu partagé cet empire, je vous l'expliquerai plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu historiquement dans cette région? Eh bien, écoutez, il y a eu très rapidement, on va commencer, je ne fais pas la préhistoire, etc. Alors, je peux quand même vous préciser que la région est occupée par Homo erectus depuis 1 million d'années. Ensuite, Homo sapiens est arrivé il y a 70 000 ans. Et il y a à peu près 6000 ans, alors je vais remettre un petit peu la carte quand même 2 secondes, il y a 6000 ans, les 6000, 8000 ans, les Moon et les Khmers sont arrivés du nord. Donc en fait, les premiers peuples, c'est les Khmers. Il n'y avait pas de Thaïlandais, ce qu'on appelle les Siamois, mais, à l'époque, on appelait les Siamois, c'était les Khmers et les Moon. D'accord? C'était vraiment les populations qui sont arrivées en premier. Il y a 6000 ans, avant Jésus-Christ, hein, il y a 3000 ans, une autre population. Alors, les Moon et les Khmers, c'est des langues austro-asiatiques. Et ensuite, il y a 3000 ans, il y a une autre population qui est arrivée vers le Vietnam actuel, là, de Chine également, et notamment du sud de la Chine, vers Taïwan, qui a aussi peuplé Taïwan, pardon, et c'est des populations de langue austronésienne. Et ces populations, elles sont allées à Taïwan dans les îles, et elles sont allées jusqu'à Madagascar. D'accord? C'est des populations de marins. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y avait avant. Les Chinois, la dynastie Han, c'est-à-dire en fait le début de l'Empire chinois, c'est 200 avant Jésus-Christ, d'accord? Donc la péninsule indo-chinoise est occupée depuis très 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 longtemps. Ensuite, bon, il y a eu le Funan, le Chenla, l'Empire Khmer, etc. Allez voir ma vidéo sur l'histoire de la région, j'en ai une tout à fait au début de ma chaîne, qui a plus de 130 000 vues, donc allez la voir. Mais en tout cas, voilà, il y a eu à un moment donné une civilisation côtière qui s'est créée ici, avec la ville d'Okeo,
et qui était en contact avec les Romains. Vous voyez, donc ça c'est 500 ans. Et ensuite, l'Empire Khmer, c'est 600 à 1300 ans. Vous voyez, c'est l'extension maximum que vous avez là. Entre-temps, les Vietnamiens, les Viet Dai, les Dai Viet arrivent du nord et ont été colonisés par les Chinois pendant 1000 ans hein, aussi. Et plus à l'ouest arrivent d'autres Chinois, parce qu'en fait c'est des peuples chinois qui sont descendus dans la péninsule, un peuple qui a créé les Dai Viet et un peuple qui a créé les Siam, les Siamois. D'accord? Mais ce sont des peuples beaucoup plus blancs physiquement que les Khmers, qui eux se sont mélangés il y a 8000 ans, 6000 ans, avec les Homo sapiens négroïdes qui sont arrivés en premier et qui ont peuplé toutes les îles, Papouasie, etc., jusqu'en Australie. Vous voyez? Donc en fait, c'est deux peuples assez différents. Les Khmers sont grands, sont forts, les femmes sont aussi assez grandes et fortes, et que ce soit les Vietnamiens ou les Siam, ce sont des peuples issus de Chine ultérieure, sont plus petits, la peau plus blanche, plus commerçants, plus malins, on va dire, hein, pour faire simple. Voilà. Donc, à partir on va dire, du 12e, 11e ou 12e siècle, un empire se crée en Thaïlande, d'accord? Un empire se crée en Thaïlande et qui va devenir un peu concurrent. Mais n'oubliez pas qu'il y a des Khmers qui vivent en Thaïlande, d'accord? Donc, en fait, quand on dit la fin de l'empire Khmer, c'est pas des Siamois non, c'est des Khmers qui ont combattu d'autres Khmers. Si vous voulez une analogie, regardez les colonies américaines. C'était des Anglais. Washington, c'est un Anglais qui ont combattu d'autres Anglais. Parce qu'à un moment donné, vous voulez devenir indépendant. Et bien c'est ce qui s'est passé en Thaïlande. Ce sont des Khmers et des Thaïlandais et des Siamois qui se sont mélangés et qui ont dit au roi qui était toujours à cette époque-là ici à Angkor, va te faire cuire un œuf. Nous, on devient indépendant. Ils ont même attaqué Angkor, ils ont dépouillé. Un temple comme Angkor Wat, dont on parlera plus tard, c'était des milliers de personnels, des milliers et des milliers de personnels. C'était un empire extrêmement avancé. Pour vous donner un parallèle, à l'époque de Notre-Dame, Paris, il y avait 400 000 habitants. À Angkor, on suppose peut-être entre 1 et 2 millions d'habitants. Il n'y a que le Pékin qui était aussi peuplé à cette époque-là. Donc c'était un énorme empire, d'accord? Et qui s'est morcelé en morceaux, et ensuite qui a eu des querelles, mais des querelles internes plus qu'autre chose. D'accord? Il faut bien comprendre ça, c'est qu'en fait, sans l'Empire Khmer, la Thaïlande d'aujourd'hui n'existerait pas sous sa forme. C'est eux qui ont diffusé toute la culture dans la région. Bon, toujours est-il que je vous donne un autre exemple. Alors, on va mettre... ouais, alors là, on arrive au 15e, 13e, 14e, 15e siècle. Donc, l'Empire Khmer s'est écroulé. Les cités-États thaïlandaises se sont formées et la Thaïlande commence à devenir une nation. D'accord? C'est à cette époque-là que la Compagnie des Indes orientales néerlandaises, la fameuse VOC, à la suite des Portugais, parce que c'est les premiers à être arrivés, ce sont les Portugais. D'ailleurs, ce sont les Portugais qui ont découvert le Siam jusqu'au Japon, Angkor, etc. Ce sont les Portugais qui ont apporté le piment en Asie, hein, peu le savent, le maïs, le piment, etc. Les Portugais étaient des grands voyageurs, mais bon, pareil, leur empire s'est effrité, et c'est les Néerlandais qui arrivent derrière, qui eux sont très féroces. Hein. Ils ont de l'appétit, ils veulent faire du commerce, et ils sont en contact avec la Thaïlande, le Cambodge, jusqu'en Japon eux aussi, et ils font des comptoirs de commerce, mais ils sont assez violents hein, quand même. Hein. C'est pas les Portugais. Les Portugais, ils étaient moins violents, ils étaient plus dans une optique de conversion, etc., le catholicisme, hein, l'universalité du catholicisme. Eux, c'est des protestants, ils sont là pour faire du business. Et à cette époque-là, le roi de Thaïlande... sent un peu ce côté un peu filou, etc. Il connaît Louis XIV, il sait que la France existe, la France est le plus grand pays au monde à cette époque-là. Et il envoie une ambassade à Louis XIV parce que il veut, comment dire, il veut avoir un contrebalancement des pouvoirs. Hein. Il ne veut pas être totalement dominé par les Néerlandais. Et donc, ça, c'est très bien expliqué dans ce livre que je conseille, Pour la plus grande gloire de Dieu, qui est un livre fiction, mais historique. Voilà. Donc, en fait, cette ambassade arrive en France. C'est une petite carte de l'époque, hein, pour vous situer. L'ambassade arrive en France. Et alors, attendez que je vous le mette. Voilà. Alors, non, c'est pas ça.
Voilà, donc je vous remets l'image de tout à l'heure. L'ambassade arrive en France, les Thaïlandais se présentent, font des offrandes, des cadeaux. Louis XIV et les Français sont assez impressionnés, hein, c'est quand même assez impressionnant. Il y a des richesses, il y a de l'or, et les Français répondent positivement au roi Narai de cette époque-là, hein, le grand roi du Siam, et envoient eux-mêmes une délégation, des militaires, des prêtres, c'était les scientifiques de l'époque, c'était les prêtres, c'était les jésuites notamment, et ça se passe très bien. La France, entre guillemets, s'implante en Thaïlande, crée un fort, voilà, elle est présente, ça se passe bien, jusqu'au jour où comment dire, les opposants du roi, le roi tombe malade, et, euh, et, euh, et ses opposants en profitent pour y trouver que l'influence française devenait trop importante, et notamment les conversions au catholicisme, hein. C'est un peu aussi ce qui s'est passé en Chine. Les jésuites ont trop voulu convertir trop vite, etc. Et il y a comment dire, une révolte, et c'est la première guerre avec la France, parce que les Siamois, ça c'est le fort qu'il y avait à cette époque-là, hein, et les Français et les Siamois vont faire des combats pendant plusieurs semaines. Il va y avoir pas mal de morts. Les Français résistent parce qu'ils s'étaient fortifiés. Mais au bout d'un moment, bah, ils ne peuvent pas rester là éternellement, ils n'ont plus de support de France, etc. Et donc, bah, ils font un accord avec les Thaïlandais, enfin avec les Siamois, pardon, et ils évacuent, et ils partent et ils quittent la région, d'accord, et ils vont revenir que bien, bien plus tard. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, ça c'est le siège de Bangkok, hein. Il y a 200 soldats français, hein, qui combattent assez longtemps, etc. Donc les Français doivent partir de la région, et là c'est les Anglais du coup qui reviennent. C'est les Anglais qui reviennent dans la région, hein, avec l'aide des pilotes hollandais, et ça vous savez, ça ira jusqu'aux guerres d'opium plus tard, etc. Alors, c'est les Anglais qui vont dominer globalement une grande partie du monde. Les Français auront quelques colonies, mais c'est au retour d'une France puissante avec Napoléon III derrière moi, que vous voyez, c'est lui et l'Empire, le Second Empire, qui vont déclencher la colonisation en Indochine, après avoir été, avec les Anglais, ils ont attaqué la Chine. La Chine leur a donné des territoires, et plus ou moins sans rentrer dans les détails, les Français ont commencé à coloniser la Cochinchine, c'est-à-dire le sud du Vietnam, et après quelques autres petites batailles, etc., l'Annan, c'est-à-dire la partie centrale du Vietnam, et le Tonkin, le nord, seront des protectorats. Le Cambodge demandera aussi une protection, parce que le Cambodge est à cette époque-là tout petit. Les Thaïlandais ont pris plein de territoires cambodgiens, les Vietnamiens également, et en gros, les Thaïlandais et les Vietnamiens avaient fait un accord, je veux dire, bon, on va partager le Cambodge sur le Mekong, tout ce qui est à l'ouest est thaïlandais, tout ce qui est à l'est est vietnamien. Mais voilà, c'est contrecarré parce que le roi du Cambodge demande la protection de la France, la France accorde sa protection, et le Cambodge devient un protectorat, hein, ça n'a jamais été une colonie. Voilà, et donc ça, c'est le début, on va dire, du sauvetage du Cambodge, et Napoléon III va permettre cela. Ok. Alors ça va commencer à énerver les Thaïlandais. Parce que du coup, il va se passer un événement un peu plus tard, en 1859 déjà, la France, eux, colonise, et en 1863, le Cambodge a son protectorat, et là commencent les conflits avec le Siam, parce que du coup, les Cambodgiens expliquent ce qui s'est passé, et les Français, qui vont protéger leurs alliés, entre guillemets, déclenchent... enfin, il y a une guerre avec la Chine qui est déclenchée en 80-85, et surtout en 1893, c'est la guerre franco-siamoise. D'accord? Donc ça, c'est une guerre que les Français ont menée contre le Siam, et qui a permis, suite à cette guerre, cela a permis au Cambodge de récupérer des territoires. La France s'engage dans un conflit avec la Thaïlande, et envoie une canonnière aux portes de Bangkok, hein, c'est pas rien. Alors à cette époque-là, la France, enfin l'Occident a une supériorité militaire incontestable, hein. Cette canonnière remonte jusqu'à Bangkok, et les Thaïlandais sont obligés
bah, ils cèdent d'accepter une paix avec la France, et c'est à ce moment-là que 3 provinces seront rendues aux Khmers, dont Siem Reap, la province de Siem Reap, où il y a ce fameux temple, où il y a ces accrochages depuis très longtemps, enfin, permanents de frontières, et les Thaïlandais, ça, ils vont pas le digérer. Les Thaïlandais, ce sont des gens très, très, très fiers, voire arrogants par moment. D'accord? Donc, ça, ils le retiennent. Et un des grands généraux dira à cette époque-là, thaïlandais, dira, ça nous coûtera ce qu'on veut, il y aura des larmes, du sang, etc. Mais on récupérera nos provinces. Parce que pour eux, et ça c'est une sorte de brainwashing qu'il y a eu pendant cette période, pour eux ce sont leurs territoires. Angkor, c'est thaïlandais. Alors donc les Français, et ça c'est le monument, je me baisse, le monument avec, vous voyez, ces 3 apsaras, ces 3 danseuses, qui représentent les 3 provinces qui sont restituées au Cambodge, dont Siem Reap, qui est vraiment les temples, hein, tous les temples, etc. Et donc les Thaïlandais l'ont mauvaise, ils l'ont mauvaise. Alors, on va arriver de fil en aiguille à la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais envahissent toute l'Indochine. Au début, ça se passe à peu près correctement parce qu'il y a l'accord entre Pétain et Hitler. Mais ça n'empêche pas les Thaïlandais qui sont alliés aux Japonais, plus ou moins, on va dire, hein, mais ils sont pas contre en tout cas, et ils attaquent les Français. Ils attaquent les Français en 1940-41, donc il y a une seconde guerre, d'accord, pardon, la troisième guerre, parce que 1, Louis XIV, 2, 1893, 3, 1940-41. Ici, vous voyez à gauche les troupes thaïlandaises avec le grand général, donc c'est des noms très compliqués à prononcer, donc je ne vais pas le faire. Ici, les troupes françaises, etc. Il y a un accrochage, les Français perdent un petit peu la bataille terrestre, avec les Thaïlandais ont des avions, etc. Mais ils gagnent la bataille navale, mais les Japonais décident que les Thaïlandais gagnent. C'est leurs alliés, les Français n'ont pas grand-chose à dire, ils vont à Tokyo, ils signent un accord et ils rendent les provinces. Donc, une fois de plus, les Thaïlandais récupèrent ces fameuses provinces, dont le temple de Prévire et ainsi de suite, et les Français n'ont pas grand-chose à faire. Quand la France est libérée, pour l'histoire, les Japonais font un coup en Indochine française. Il y a des centaines d'officiers décapités, hein, au katana. Il y a 2000 soldats qui se réfugient en Chine. Hein, une très longue marche. C'est pas ces photos-là, hein, mais voilà. Après la libération de la guerre, avant, je vais vous montrer quand même quelque chose d'intéressant, pour vous montrer à quel point les Thaïlandais sont vraiment fiers. Ça, c'est le monument de la victoire contre les Français en 1940-41, qui a rendu les territoires soi-disant thaïlandais aux Thaïlandais. Voilà, donc ils ont fait un petit monument, hein, assez grand, pour célébrer la victoire. Et en 1945-46, l'Indochine est libérée par les Anglais, et en 1946, les Américains décrètent que ces territoires, hein, donc ils se situent au nord, hein, vous voyez où il y a le temple de Prévire et l'explosion, redeviennent cambodgiens. D'accord? Donc, et les Thaïlandais l'ont encore mauvaise. Jusqu'à ce que, en 1900, la Cour internationale de justice, en 1962, accorde officiellement ces territoires au Cambodge. Voilà, c'est acté par la Cour internationale de justice. Point barre, ce n'est pas des territoires thaïlandais, ce sont des territoires cambodgiens. Alors, je rappelle quand même au départ que, si vous vous souvenez de la carte, c'est l'art khmer qui a tout créé dans la région. Donc, s'il y a des temples khmer en Thaïlande aujourd'hui, c'est parce qu'avant, c'était un territoire khmer. Il faut bien le comprendre. Et ça, c'est un truc qu'il y a dans le cerveau des Thaïlandais qui est compliqué. On en parlera après dans la partie philosophique. Bon, de fil en aiguille, donc, on arrive dans les années 60. Les Français sont virés du Vietnam, perdent la guerre, etc. Le Cambodge devient indépendant, le Vietnam devient indépendant. On arrive en 1970-75, c'est la période de Lon Nol au Cambodge, et ensuite c'est les Khmers rouges, donc l'enfer sur terre pour les Cambodgiens, 75-79. 91, les accords de Paris sont signés, il y a là une paix qui est quand même trouvée après 30 ans de guerre. 1992, la PRONUC, c'est-à-dire les casques bleus, arrivent au Cambodge pour faire des élections en 1993.
des élections qui sont difficiles, mitigées, mais bon, les deux partis d'opposition gagnent, on va dire les royalistes et le parti de Samdech Hussein. Un compromis est trouvé, on va mettre 2 ministres, le roi Norodom Sihanouk redevient roi, et jusqu'en 1997 où Samdech Hussein en a marre parce que ça ne fonctionne pas. Vous imaginez un pays avec 2 ministres, déjà en France il y a un seul ministre, c'est le bordel, mais alors imaginez, il y a un coup d'État cambodgien de Samdech Hussein, de la faction politique de son parti, un coup d'État en 97, le fils du roi, qui était l'autre second ministre, est évacué, il s'échappe, hein, on l'accuse d'avoir voulu... il y a encore des Khmers rouges à cette époque-là, dans le nord-est, vers la Thaïlande. On l'accuse d'avoir voulu fomenter un coup d'État contre Samdech Hussein. Bon, toujours est-il, voilà, il prend le pouvoir. Et le Cambodge, depuis lors, est relativement stable, hein. Alors, les premiers conflits vont arriver. Oui, pardon, en 2004, le roi Norodom père abdique, c'est son fils, Norodom Sihamoni, qui devient le roi du Cambodge. Et les conflits frontaliers vont reprendre en 2008 jusqu'en 2011, et là il y aura des clashs à prévenir très importants. Il y aura vraiment une petite guerre qui dit pas son nom, parce que les Thaïlandais n'acceptent pas le résultat de la Cour internationale de justice. Ils disent non, 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 c'est nos territoires. D'accord? Il n'y a pas plus têtu qu'un Thaïlandais. Donc là, il y a des clashs, il y a pas mal de morts, hein, il y a environ 400, presque 500 morts tués au Cambodge, et 100, 130, 150 en Thaïlande. Mais bon, les Thaïlandais ne donnent pas des vrais chiffres. Alors, toujours est-il que ça dure. Moi, j'ai visité avec mon épouse des temples en 2006. Vous voyez, c'était déjà compliqué pour y aller, hein. Il faut monter tout en haut, c'est toute une aventure. Et du côté thaïlandais, vous avez une double voie, une autoroute qui arrive au temple. D'accord, les Thaïlandais sont très riches vis-à-vis des Cambodgiens. Ils ont 10 ans d'avance. En 2006, ils avaient 20 ans d'avance. D'accord, donc alors nous, de notre côté, on devait monter en 4x4 dans une route avec des trous, des mines à droite à gauche, etc. Et les Thaïlandais, eux, ils ont une autoroute pour arriver sur le temple. Voilà. Parce que c'est leur temple, hein. Ouais, voilà. Bon, toujours est-il, 2012, le roi père Norodom Sihanouk décède, et 2025, de nouveau, un clash sur la frontière, la bataille des frontières, un mort. Les Cambodgiens ont accusé les Thaïlandais au-delà de la tranchée, etc. Mais les Thaïlandais envoient des drones, des choses, enfin, il y a toujours des soucis, hein. Toujours en permanence, il y a des problèmes. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans la partie philosophique, et ça va être intéressant de comprendre pourquoi les Thaïlandais ont ce complexe d'infériorité vis-à-vis du peuple cambodgien, qui est un petit pays, je le redis. Alors certes, ils furent une grande nation, mais voilà, ça c'est le passé. C'est le passé. Alors, le premier syndrome, on va l'appeler le syndrome d'Angkor Wat. Angkor Wat, c'est le grand temple qu'il y a à Siem Reap. Pour ceux qui ne savent pas, vous faites un petit peu de Google, vous verrez, mais enfin, en gros, imaginez que toutes les cathédrales d'Europe soient réunies sur une surface comme à Paris. C'est ça, Angkor Wat. C'est le plus grand site religieux au monde. D'accord? Je répète, toutes les cathédrales d'Europe réunies à Paris. C'est Angkor Wat. Angkor, pardon. Et dans Angkor, le plus grand des temples, le plus majestueux, on va dire, ou le plus connu, est Angkor Wat. D'accord? C'est un temple très grand, assez connu, que les Indiens ont voulu copier. Les Cambodgiens ont demandé de ne pas le faire, et ils n'ont pas le fait, ils l'ont pas fait. Les Indiens, ils n'ont pas de complexe d'infériorité, mais les Thaïlandais, eux, ils ont fait une copie du temple. Pourquoi faire? Pourquoi? Parce que comme ils ne peuvent pas récupérer les territoires cambodgiens, sauf à déclencher une guerre totalement stupide, eh ben ils ont fait une copie en Thaïlande. Mais vous rendez compte du problème? Enfin, la Thaïlande, c'est comme si je sais pas moi, c'est comme si un pays voisin, c'est comme si l'Espagne faisait une copie de Versailles. Pourquoi faire? Allez voir le vrai. Donc voilà, la copie, vous la voyez, c'est laid, je vous montrerai une autre photo, c'est du béton, ça n'a aucun sens, à tel point que son Excellence, la ministre de la Culture, Madame Fereng Sakona, a dû intervenir, mais les Thaïlandais s'en foutent. Ils ont fait leur petite copie, même pas la petite copie, ils ont fait une copie du temple d'Angkor Wat en Thaïlande. C'est quand même, voilà, c'est quand même là, il y a de quoi se poser des questions.
Pourquoi faire ça? Franchement, pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens, c'est totalement, enfin, je sais pas, c'est totalement stupide. Voilà, regardez donc la copie d'Angkor Wat en Thaïlande, derrière moi, bon alors ceux qui ont jamais vu le véritable en temple, vont dire: «Ah bah, c'est pas mal». Non, c'est laid, c'est du béton, ça a rien c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Allez voir sur internet le vrai temple ou allez voir ma vidéo sur le Cambodge, enfin voilà. Donc pourquoi imaginer que je sais pas, l'Espagne ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, allez l'Angleterre qui ferait une copie de Versailles? Du château de Versailles. Bah, la France serait pas contente, hein, croyez-moi. Bon voilà, ça c'est donc, il y a un problème chez les Thaïlandais, ils ont un complexe vis-à-vis du petit Cambodge, qui a été qui a été l'empire le plus glorieux qu'il y ait jamais eu dans cette région, qui a diffusé sa culture partout. Mais eux, ils ont ce complexe. Par exemple, les Vietnamiens, ils ont jamais l'idée de faire ça. Les Vietnamiens, ils ont pas de complexe. Alors, vous me direz, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est pas exactement la même. On partage pas. Alors, autant que la langue linguistique est plus proche entre le Khmer et le Viet, mais la Thaïlande, comme elle a été colonisée entre guillemets par l'Empire Khmer, elle a été formée par l'Empire Khmer, en grande partie, ils ont beaucoup de choses en commun. Et ensuite, les Thaïlandais, quand les Thaïlandais étaient au pouvoir, ont dominé la région, ils ont diffusé aussi des nouveautés au Cambodge, comme la religion du Theravada, le petit véhicule, le bouddhisme. Theravada est venu de Thaïlande. Donc en fait, il y a eu... Et ensuite, les Thaïlandais ont essayé de faire un lavage de cerveau aux Cambodgiens en disant, non, mais en fait, c'est nous qui avons tout construit, c'est nous, l'Empire Khmer, c'est nous. Bon, voilà. Alors, c'est quand même assez grave, voire aberrant, d'en arriver là. Bon, je rentre un petit peu après cette partie philosophique dans la partie politique. Alors, comme on l'a vu, euh, il y a quelque chose d'un peu étrange dans la relation entre la Thaïlande et le Cambodge. Et pour comprendre ça, il faut comprendre un petit peu l'ossature de la Thaïlande. Comment ce pays a été créé, hein. Donc, je ne vais pas refaire une partie historique, mais là, on va faire quelques points plus précis sur la famille de Shinawatra, de Taksim Shinawatra, hein, avec tous les coups d'État qu'il y a eu en Thaïlande de ces dernières décennies. Hein, je ne vais pas remonter plus loin pour comprendre un peu ça. Donc ça, c'est la première ministre de Thaïlande, donc c'est sa fille hein, qui est Premier ministre. Mais la famille de Taksim a pris le pouvoir difficilement. D'accord. Il y a la junte militaire qui est un peu opposée à cette famille. Alors pour comprendre, en 2006, il y a eu un coup d'État de la junte militaire contre Taksim Shinawatra, c'est-à-dire contre le père qui était au pouvoir, qui avait été élu. Hein, vous savez, c'est les fameuses révoltes entre les chemises jaunes, bleues, rouges, je ne sais plus quoi. Voilà. Alors, une fois, je vous répète, la Thaïlande est un grand pays, je ne critique pas la Thaïlande dans le sens de cela. Il n'y a aucun problème pour aller sur les plages thaïlandaises, en tourisme, etc. Mais par contre, ils aiment bien faire leur petit coup d'État et ils aiment bien prendre la tête aux Cambodgiens. Donc, coup d'État 2006, le Taksim, donc Monsieur Taksim Shinawatra, son Excellence Monsieur Taksim Shinawatra, est renversé par un coup militaire, par la junte, c'est là où il s'exile. Il est obligé de s'exiler pour ne pas être mis en prison, voire tué, hein, parce que des fois, il rigole pas trop. Hein. Donc, c'est là où il va au Cambodge, il était accueilli par Samdech Hun Sen, par la famille Hun Sen. On lui a donné un passeport, on l'a protégé en échange d'une amitié, on va dire. Hein. Et ensuite, il va pouvoir revenir en Thaïlande plus tard. Il y a des accords qui sont faits. Et il y a une sorte d'amnistie, on oublie, et c'est là où il y a toutes les manifestations dans les années 2008, je crois, 2014. Bon, toujours est-il que la junte militaire a réprimé souvent ces manifestations, mais toujours est-il que, voilà, à partir du coup d'État de 2014, entre-temps, c'est sa sœur qui avait été élue, ok, qui a été mise au pouvoir. En 2014, il y a encore un autre coup d'État qui renverse le gouvernement donc de Yingluck Shinawatra. Euh, bon, vous voyez, c'est compliqué ces histoires. C'est donc 2014, sa sœur, la sœur de Taksim, est destituée par un nouveau coup d'État de palais.
La junte reprend le pouvoir, mais ensuite en 2024, il y a un procès, etc., etc. Et là est élue donc la première ministre que vous voyez derrière moi, la fille de Taksim, et voilà. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que un coup d'État est en cours, un coup d'État de palais, je le redis, pas de problème pour les touristes, mais un coup d'État de palais est en cours, et la junte militaire a prétexté des accrochages avec les Khmers, avec les Cambodgiens, déclenché même voir cela pour pouvoir déstabiliser donc la première ministre qui, au lieu de soutenir le Cambodge et de parce que les Cambodgiens, le gouvernement cambodgien, son Excellence Hun Manet, le Premier ministre cambodgien, sont tous, enfin, le Cambodge ne veut pas la guerre, hein, il faut être quand même un petit peu concret, a tout de suite communiqué avec la Première ministre de Thaïlande. Au début, ça se passait bien. On sentait bien que c'était les militaires thaïlandais qui cherchaient l'incident pour prétexter un coup d'État. Et là, elle a fait un revirement. Elle a en quelque sorte fait un revirement et elle s'est alliée aux militaires, entre guillemets, pour sauvegarder sa place, hein, j'imagine. Hein, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Voilà. Et depuis, il y a d'autres provocations. Par exemple, il n'y a pas encore très longtemps, 150 cyclistes accompagnés de militaires thaïlandais, ont traversé la frontière, sont allés dans des temples khmer en gueulant avec des haut-parleurs que c'est thaïlandais. Bon, voilà, donc si vous voulez, on est quand même dans un truc un peu tendu. Vous inquiétez pas, il y a aussi des provocations cambodgiennes. Hein, et c'est parce que on est toujours jamais trop fâché sur le fond, mais plus sur la forme. Et c'est la forme ici de ces conflits de frontières, de ces prétextes qui peut escalader. Et ça peut être dangereux, parce que, vous voyez, l'être humain est vie de passion. Nous sommes des êtres passionnés. Et ça prend au triple les gens. Aussi bien en Thaïlande qu'au Cambodge. Et donc, ça peut dégénérer. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'une bêtise humaine. Ne négligez jamais la bêtise humaine. C'est le facteur numéro 1 de tous les conflits au monde. Alors maintenant, je rentre dans la conclusion, et on va essayer de démêler un petit peu tout ça et d'essayer de comprendre ce qui risque de se passer dans ce conflit. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, son Excellence Samdech Hun Manet, le Premier ministre, ici accompagné de son épouse, qui est une chirurgien, un docteur, une femme très intelligente, hein, ça vous change de certains couples politiques. Eux ne se frappent pas, ne se poussent pas, ils sont en harmonie. Et le Cambodge ne veut pas la guerre, c'est une évidence. D'ailleurs, le Cambodge n'en a pas les moyens. Par contre, on va pas se laisser faire. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Quand les Thaïlandais ont commencé à fermer les frontières, eh ben, ils ont coupé Internet. Ils ont coupé Internet parce qu'en fait, le Cambodge n'a pas de ligne de connexion sur des gros tronçons Internet sous-marins. Et donc, ça passe soit par la Thaïlande, soit par le Vietnam. Et moi, ma société, on a perdu Internet. Ça a été coupé. Moi, j'ai un contrat à l'année avec des sociétés, et voilà. Alors, il y a eu un effort national de fait. Ma ligne maintenant passe par le Vietnam, mais j'ai perdu de la puissance. J'ai plus la même ligne moi j'en ai besoin professionnellement, vous voyez. Eh ben, on va tenir, on va céder. Ouais. Quand les Thaïlandais ont fermé toutes les frontières, les Cambodgiens ont aussi fermé les frontières. Et du coup, les Thaïlandais perdent beaucoup plus d'argent que le Cambodge, parce qu'en fait, il y a beaucoup de légumes. C'est un gros producteur de légumes, de fruits, etc., la Thaïlande. Et ils en vendent au Vietnam. Et ça, c'est des camions qui traversent le Cambodge. Eh ben, c'est fini. D'accord. On n'importe plus d'électricité de Thaïlande. Alors, c'était pas énorme, mais voilà. On n'importe plus maintenant de gasoline, de pétrole. Vous voyez, c'est plus économique. Mais il y a quand même eu un mort. Et de chaque côté, les militaires se réarme, arrive, s'agglutine à la frontière. Voilà, donc ça escalade petit à petit, et c'est quand même assez dommage. Mais là où il faut être concret, où il faut être vraiment concret, c'est que oui, il y a des problèmes de frontières. Pourquoi il y a des problèmes de frontières? Tout simplement parce que la Thaïlande et le Cambodge a une frontière assez longue. Je vais vous remettre la carte pour que vous puissiez le revoir. Euh, la Thaïlande a une frontière avec le Cambodge de 817 km, vous voyez, au nord, et c'est très sauvage. C'est des montagnes, des forêts. Donc, en fait, il y a très peu d'habitants. Donc les militaires peuvent faire des incursions, c'est assez simple, vous voyez, pour foutre un peu la merde. La frontière la plus grande en France, elle est de 600 et quelques kilomètres, c'est avec l'Espagne.
Donc c'est une grande frontière, 817 km. Et avec le Vietnam, 1158 km. Mais comme avec le Vietnam, au sud, où il y a la plus grande frontière, ce sont des territoires agricoles avec des villages. Il y a de temps en temps des escarmouches, mais ça se règle très vite parce qu'en fait, c'est des gens qui se parlent, c'est des villageois, etc. Tandis que dans la Thaïlande, une grande partie est sauvage. Et donc ça, bah, les militaires peuvent faire des incursions, des entraînements et des provocations. Donc c'est plus complexe. C'est une frontière qui est plus difficile à mener, sans parler du problème de complexe d'infériorité des Thaïlandais vis-à-vis de l'Empire Khmer. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est vraiment un problème profond qui ne peut pas se régler aussi facilement. Bon, alors toujours est-il, le Cambodge ne veut bien sûr, bien évidemment, pas faire la guerre. D'abord, le Cambodge n'en a pas les capacités. Pour information, corriger quelques chiffres en tête, la Thaïlande vient de passer un contrat de 1,7 milliard de dollars, je répète, 1,7 milliard de dollars avec la Suède pour acheter 12 Gripen flambant neufs. C'est l'avion de 4e génération qui est là. C'est des chasseurs très perfectionné. Alors, c'est pas de la 5e génération comme le Rafale est aujourd'hui, plus ou moins, mais c'est le concurrent direct du Rafale. C'est un avion multi-rôle, et les Thaïlandais en achètent 12. Alors, ils ont plus, je pense, des tensions avec la Birmanie qu'avec le Cambodge. Mais bon, au Cambodge, on a 0 chasseur. 0. On a quelques hélicoptères, quelques tanks, quelques drones, quelques missiles, etc. Mais bon, l'armée thaïlandaise est d'une supériorité hallucinante vis-à-vis du Cambodge. Un Gripen comme ça, c'est pas rien, c'est un avion qui coûte dans les 60 millions de dollars. D'accord? Il y a un transfert de technologie. C'est-à-dire, en fait, les Thaïlandais vont presque les construire. Pourquoi ils achètent 12 avions? C'est pour remplacer leur F-16. Avant, ils avaient des F-16. Le Cambodge n'a pas d'avion. Voilà, donc si jamais demain les Thaïlandais enclenchent des Gripen contre le Cambodge, eh ben, on va se faire bombarder allègrement. Mais on ne pourra pas tellement résister. Bon, ils le feront pas, mais on sait jamais. On sait jamais jusqu'où ça peut aller. Ils en ont 4 aujourd'hui, hein, ils en ont pas 12, hein, parce que c'est des programmes qui sont sur plusieurs décennies. Mais voilà, donc alors finalement, la Thaïlande, elle n'a pas peur militairement du Cambodge. Alors, bien sûr, les Cambodgiens résisteront, hein, comme ils ont résisté avec les Vietnamiens en 79, hein, vous savez, quand les Vietnamiens ont libéré, occupé le Cambodge. Les Vietnamiens sont allés jusqu'à Phnom Penh, c'est tout, hein. Ils n'ont pas été dans les provinces au nord où il y avait les Khmers rouges, hein. Les Cambodgiens sont des guerriers dans l'âme. Il n'y a pas encore très longtemps, ils proposaient à des soldats de la Pronuc de manger du foie de leurs ennemis, hein. C'est des guerriers, hein. Ils sont assez sauvages, hein, quand même. Bon, les Thaïlandais aussi, ce sont des guerriers. Mais ça ferait un conflit, beaucoup de morts pour rien, et qui serait dur, parce qu'il y a des régions encore très sauvages au Cambodge, hein. Il y a des forêts, des montagnes. Bon, c'est pas des territoires simples, hein. Mais voilà, donc la Thaïlande n'a aucune crainte militaire vis-à-vis du Cambodge. C'est une plaisanterie. Alors, y a-t-il des risques de piratage informatique, de hacking? Parce que les Thaïlandais ont dit que le centre mafieux était au Cambodge, etc. Oui, alors il y en a, hein, il y a des mafieux, il y a des trucs, ça existe, mais c'est incomparable avec le triangle d'or. C'est-à-dire le Laos, Thaïlande, Birmanie. Le triangle d'or, c'est une industrie mafieuse. C'est hallucinant, d'accord? Drogue, casino, prostitution, jeux online, escroquerie, c'est là, c'est pas en Cambodge, c'est en Thaïlande, hein, c'est au Triangle d'Or. Donc il faut arrêter de dire des bêtises quand même. Bon, en plus, honnêtement, franchement, il faut quand même être sérieux 5 minutes. Le Cambodge, la seule chose que peut faire le Cambodge, c'est à un moment donné demander de l'aide, et notamment à la France. Ici, c'était le sommet sur les océans en France, où notre Premier ministre a rencontré le président Macron. Les Français ont tout intérêt à soutenir le Cambodge, et ils le feront. Mais les Thaïlandais doivent résoudre leurs problèmes internes. S'il y a un coup d'État à faire, faites le coup d'État, messieurs les militaires. Faites-le rapidement, discrètement, un coup de palais, comme vous faites souvent. Ça ne va pas perturber votre industrie du tourisme, ni votre industrie industrielle, hein. Il y a beaucoup d'usines de haute technologie en Thaïlande. Mais arrêtez d'accuser le Cambodge d'être à l'origine de tout. C'est un petit pays. Honnêtement, réglez votre problème de complexe angkorien, et puis ça ira mieux. Voilà, détruisez la copie, la LED d'Angkor Wat, et venez visiter le vrai temple au Cambodge. Tout se passera bien.
Donc, si vous voulez, c'est des troubles internes qu'il y a en Thaïlande, des tensions politiques qui débordent sur le voisin, qui est le petit Cambodge, où on déclenche des événements, hein, c'est le prétexte à une escalade, etc. Mais par contre, c'est dangereux, parce qu'il peut réellement, ça peut réellement déclencher une véritable escalade militaire. Hein. On est toujours à ça d'une guerre, vous savez, ça se déclenche facilement. Hein. L'homme est un être de passion. C'est difficile quand la passion arrive, c'est difficile à la contrôler. Hein. Un mort entraîne un autre mort, c'est une escalade. Alors toujours est-il, si jamais, vraiment, je n'y crois pas, mais faisons un exercice de la pensée pour un peu humoristique, hein, on va dire, c'est de l'humour, hein, d'accord. Imaginons que la Thaïlande envoie ses Gripen flambant neufs attaquer, bombarder le Cambodge, etc. Le Cambodge doit demander le soutien international, et notamment le soutien de la France. À ce moment-là, la France devrait envoyer le Charles de Gaulle dans la région, hein, comme on l'a fait en 1893, on a envoyé une canonnière contre la Thaïlande. Ben là, on enverra le Charles de Gaulle, et ça sera très intéressant de voir quelques combats, hein, à l'indo-pakistanaise, hein, peut-être quelques accrochages entre le fameux Gripen, que je vous remets ici, contre du Rafale. Parce qu'en réalité, c'est quoi toutes ces histoires? Pourquoi on fait la guerre comme ça partout aujourd'hui en ce moment? C'est pour vendre des armes, il faut être clair. La France, je vous le dis, a surpassé la Russie en vente d'armes. Allez voir ma vidéo sur le sujet. En fait, on voit les Américains, ils vendent des armes, les Français, on vend des armes, les Russes, ils vendent des armes, tout le monde vend des armes, mais pour écouler des stocks d'armes, bah, il faut des guerres, parce que sinon, au bout d'un moment, bah, ça fait de l'entrepôt, et il n'y a pas de renouvellement, d'accord? Donc tout ça, c'est quand même une histoire de business. La vie aussi, elle est pas très loin, elle est toujours là, hein. Les grandes compagnies commerciales anglaises et néerlandaises, elles sont toujours là, elles sont toujours derrière, avec le drapeau américain aujourd'hui, mais le plus grand marchand d'armes au monde, c'est l'Amérique. Donc, est-ce que ça serait pas tout simplement tout ça un prétexte pour vendre des armes? Je pense qu'il y a cette hypothèse est à garder, elle est très sérieuse, elle n'explique pas tout, bien évidemment, parce que l'engrenage existe. Hein, en Ukraine, par exemple, aujourd'hui, pour faire la paix, ça va être compliqué. Mais si la Thaïlande, tout d'un coup, se met à bombarder des villages à la frontière avec leur Gripen, eh ben ça va escalader. Et là, à ce moment-là, la France, je pense, devrait envoyer le Charles de Gaulle, soutenir le Cambodge, et on aurait quelques conflits entre Rafale et Gripen. Ça serait intéressant d'un point de vue technologique de savoir quel est le meilleur avion. Hein. Voilà. Bon, plus sérieusement, maintenant, je vais conclure sur quelque chose de plus positif. La Thaïlande n'a rien à craindre du Cambodge. Je ne pense pas que ça va s'escalader. Le conflit devrait se calmer, mais pour que ça se calme, il faut que les Thaïlandais règlent leurs problèmes internes. Donc s'il y a un coup d'État à faire, messieurs les militaires, faites votre coup d'État, d'accord? Qu'on en finisse, qu'on puisse discuter avec la véritable personne qui a le pouvoir. Vous voyez, c'est comme en Europe, qui contrôle le pouvoir? Qui j'appelle Van der Leyen? Non, elle ne contrôle rien du tout, c'est un pantin. Donc voilà. Donc tout ça, je vais conclure sur le fait que en ce moment, c'est compliqué de communiquer avec la Thaïlande parce que la Thaïlande n'est plus souveraine. C'est pas la première ministre qui a le pouvoir. Au Cambodge, ici, c'est très souverain. Il y a une famille qui dirige. C'est pas compliqué. D'accord? Pourquoi? Parce que le Cambodge est un pays bonapartiste. Et là, je vais conclure, mes amis, sur ma nouvelle passion, mon nouveau parti politique, donc l'Appel au peuple, qui est un parti bonapartiste. Donc moi, je pense que la solution pour la France, comme le Cambodge, c'est un régime bonapartiste qui est une dictature éclairée, mais qui offre une stabilité. En Thaïlande, pourquoi c'est le bordel là? Parce qu'en fait, la première ministre ne contrôle pas. Pourquoi en Europe c'est le bordel complet? Mais parce qu'en fait, il y a pas un ministre de l'Europe, il n'y a pas un pays qui contrôle l'Europe. Mais même en France, c'est le bordel. L'Assemblée, tout le monde se tire dans les pattes. Donc, pour qu'un pays soit souverain, pour qu'un pays soit fort, pour qu'un pays soit stable et offre un avenir à son peuple, un avenir commun, que vous soyez de souche, pas de souche, etc., etc., si vous avez le désir d'être français, eh bien, la meilleure solution, à mon sens, c'est un système bonapartiste. Donc, c'est l'appel au peuple. Hop, voilà, petit parti, mais qui a de l'avenir. Moi, je pense qu'il faut remettre un Napoléon au pouvoir, parce il peut fédérer les peuples de France, hein, et la culture française, et dans un élan fédérateur, dans un élan d'union nationale.
sortir ou pas de l'Europe, arrêter l'immigration, etc. Eh bien, on fera des référendums. Voilà, on fera des référendums, le peuple est souverain, mais il faut nettoyer. D'accord? C'est comme en Thaïlande, là, il faut que les Thaïlandais nettoient chez eux, parce que c'est le bordel. Eh bien, la France, c'est le bordel, il faut nettoyer. Donc, comme Napoléon III l'a fait en son temps, il a demandé aux Français, est-ce que vous pouvez me donner une dictature pendant X temps, comme De Gaulle l'a fait. N'oubliez pas que De Gaulle a demandé la dictature, il l'a eu 6 mois. C'est-à-dire que l'Assemblée ne fonctionne plus, le Sénat ne fonctionne plus, toutes les lois passent, d'accord Mais ça, il faut que le peuple dise oui. Et si le peuple dit oui, ben écoute, moi je pense qu'il faut une petite période de dictature. Alors, dictature, c'est toujours pareil, hein, c'est pas la Corée du Nord. Hein. Dictature politique pour assainir le marais, nettoyer, avancer, etc. Et rendre à la France une souveraineté qu'elle mérite. Voilà, mes amis, à bon entendeur, salut.